Je vais laisser la parole à Émilie H., qui est maîtresse de conférence à l'Université Paris-Ouest Nanterre en philosophie. Ses recherches portent sur les questions écologiques et la philosophie pragmatique. Elle est l'auteure de « Ce à quoi nous tenons, proposition pour une écologie pragmatique » et a dirigé et préfacé 2 livres collectifs, Écologie politique, Cosmos, communauté, milieu, et De l'univers clos au monde infini. Elle travaille aujourd'hui à l'élaboration d'une lecture écoféministe contemporaine de la mutation écologique à laquelle nous sommes désormais confrontés. Elle vient d'éditer une anthologie de textes écoféministes. Donc sa présentation s'intitule « Apprendre à vivre dans les ruines du capitalisme ». Émilie H., c'est à vous. Bonjour. Merci pour cette invitation à ce très beau colloque. Merci Malcolm pour cette magnifique présentation. Et je ne savais pas trop comment j'allais m'insérer ici. Et en fait, je me dis que ça va peut-être être assez raccord avec ce que tu viens de raconter. Donc j'en suis ravie, même si j'ai toute la responsabilité de ce que je vais dire, bien évidemment, comme toujours. Alors je voulais commencer par une grande respiration, ou plutôt une grande inspiration. Et par lier un constat en fait, qui me semble partagé par énormément de personnes et de plus en plus de personnes autour de moi, à savoir qu'on a un sentiment d'étouffement, donc on étouffe avec de vieilles idées, avec de vieux concepts, avec une vieille épistémologie, et que c'est d'abord peut-être aussi par rapport à ça qu'on a envie de penser des alternatives, qu'on étouffe sous des vieilles barrières disciplinaires, notamment sciences humaines, qui est ma partie, où on doit analyser, mais surtout pas inventer, où d'un autre côté, la fiction ne doit certainement pas être spéculative, où la politique doit aller avec la politique, la religion avec la religion, qu'on n'a pas le droit de penser ceci, pas le droit d'articuler cela, et qu'à la fois on meurt d'ennui et que peut-être on risque aussi d'en mourir tout court. Je voulais aussi commencer en disant une autre banalité peut-être, qui est que tout le monde sait qu'il y a 1000 alternatives possibles à ce monde dans lequel on est aujourd'hui. Tout le monde le sait, et même ceux qui souhaitent surtout pas que ce monde change. Et ce à quoi je voudrais essayer de m'intéresser un tout petit peu ici, c'est là pour moi que réside peut-être un peu d'espoir, c'est que quelque chose ici est en train de changer, à savoir que dans notre parti, puisque c'est de ça qu'il s'agit aussi, c'était cette interpellation à mon sens aussi qui était là dans ce colloque, de plus en plus de personnes s'autorisent à articuler des choses qui ne sont pas censées être articulables, de plus en plus de personnes s'intéressent à des choses qui ne sont pas censées être dignes d'intérêt, à dire des choses qui ne sont pas censées être dites, ou encore à entreprendre des choses qui ne sont pas censées être faisables, peut-être parce qu'on n'a plus le temps, peut-être aussi parce que ce monde est en ruine et qu'on n'a pas envie d'attendre d'être mort pour que ces alternatives arrivent. Alors on pourrait le dire encore un tout petit peu autrement, on n'y croit plus. J'ai ce sentiment-là très fort qui est partagé encore une fois par beaucoup de monde autour de moi. On ne croit plus à cet imaginaire des modernes qui nous dit que nous sommes seuls au monde, que les animaux sont stupides, que les plantes sont inertes. Il me semble que tous ces interdits n'ont plus de sens, que toutes ces injonctions nous semblent vieilles, datées, qu'elles sonnent creuses, ou que, en le disant avec un mot qui n'existe pas mais que j'aime beaucoup, leur puissance de terrorisation ne marche plus. C'est la même chose, on pourrait le dire encore de cette façon-là, pour commencer, avec ce grand mythe du progrès, qui n'est finalement que l'autre face du disque de la petite chanson d'Il n'y a pas d'alternative, avec, entre lesquelles finalement ces deux faces-là, d'un côté le progrès et puis de l'autre côté il n'y a pas d'alternative, nous sommes coincés depuis des décennies, sinon des siècles. À savoir qu'il n'y a surtout pas d'alternative, ou plutôt que toutes les alternatives sont ou bien ramenées à un retour en arrière, ce qui est, comme tout le monde sait, une hérésie dans un temps linéaire, ou bien à de l'exotisme, qui est aussi une autre forme d'exclusion temporelle, comme nous l'a appris Fabien. Et il me semble que cette terrorisation, c'est un mot qui n'existe pas, je le sais, je m'excuse, mais je n'en trouve jamais d'autre, ne marche plus et que ce colloque en est une des multiples preuves ou un des multiples signes. Et la question alors n'est peut-être pas comment on va sortir de cette modernité, mais comment on se bat contre ceux qui ont intérêt à ce que cela continue, même si plus personne n'y croit. Alors, ce
Ce besoin de respiration, c'est pour moi ce que on peut repérer aussi dans un intérêt grandissant pour une invitation multiforme, hétérogène, qui vient pour moi de plein d'endroits différents, à changer d'histoire. À changer d'histoire parce que les alternatives sont au moins dans nos façons de penser, sont au moins autant dans nos façons de penser que dans nos façons de faire. Et qu'au changement radical exigé par l'état du monde répond une réinterrogation radicale de la modernité. Que nous avons besoin de raconter autrement ce qui nous arrive, de raconter autrement comment nous en sommes arrivés là, que nous avons besoin de raconter autrement le monde dans lequel on est, parce que les histoires constituent la toile du monde, ce qui nous fait tenir debout. Elles sont, je dirais, comme notre architecture intérieure, notre souffle. Et alors je voudrais essayer de réfléchir à cette question des alternatives à partir de quelques histoires. La première histoire que j'ai choisie, parmi plein d'autres, mais heureusement, concerne les plantes. Les plantes parce que, là encore, il me semble que c'est très important de partir de ce genre de constat tellement banal et tellement commun, mais qui m'importe, à savoir que bien sûr que les plantes pensent, que bien sûr que les plantes sentent, qu'elles ont des stratégies, qu'elles ont des préférences, qu'elles sont sensibles à l'attention qu'on leur porte, que tout le monde le sait, que même les scientifiques de l'INRA aujourd'hui commencent à le savoir, c'est-à-dire sont en train de valider des compétences ou là, une agency à partir de leur propre régime de preuves, et qu'il n'y a plus, encore une fois, peut-être que les chercheurs en sciences humaines qui ne le savent pas ou qui refusent de le savoir, en particulier en philosophie, qui est mon domaine, mais aussi en sociologie, où on reste encore malheureusement très souvent bloqué par des accusations tellement vieilles d'anthropocentrisme, par des oui mais, par des attention à ne pas, gna gna gna, etc. Et que heureusement aujourd'hui, il y a un certain nombre de chercheurs, de plus en plus, principalement en anthropologie peut-être, je ne comptais pas donner des noms, mais je pourrais vous les donner tout à l'heure, qui sont en train, me semble-t-il, de faire un pas de côté. C'est-à-dire qu'ils sont mis au travail par ces êtres sentant et pensant, et par les relations que certains entretiennent avec elles, mais aussi par l'histoire commune que nous partageons avec ces dernières, puisque évidemment c'est grâce à elles, notamment, petit détail, que nous respirons. C'est-à-dire que, pourquoi je parle de cette... Je voulais évoquer plus que raconter dans le temps qui nous est imparti ici cette histoire-là, c'est-à-dire la nécessité aujourd'hui de raconter autrement nos relations avec les plantes, parce qu'il me semble que c'est absolument impératif pour essayer de changer, pour la nécessité de changer radicalement d'agriculture, qui est évidemment pas un détail dans le monde dans lequel on est, mais pour sortir d'une agriculture, on pourrait dire des ruines, destructrices, aussi bien de la terre que de nos liens avec cette dernière, créatrice de pauvreté et de rapports coercitifs, que nous avons besoin de sortir de cette vieille histoire de progrès qui ne sait penser qu'en termes d'arrachement et de domination de notre rapport au monde plus qu'humain. Mais que nous avons besoin de récits qui reviennent sur cette longue histoire de domestication réciproque entre les plantes et les hommes, qui reviennent sur cette vieille opposition entre la cueillette et l'agriculture qui ne correspond plus à grand-chose dans un monde sans progrès, et qui cherche à multiplier les possibilités de cohabitation, certains diraient, ou certaines, multispécifiques. C'est-à-dire aussi que nous avons besoin de récits qui cherchent à comprendre comment, comme le dit Anna Tsing, une anthropologue américaine, cette histoire d'amour multispécifique entre humains et plantes a mal tourné. Et qu'ils la cherchent aussi aujourd'hui, survivante, dans les marges du capitalisme, et participent à la réinventer. J'ai emprunté en fait le titre de cette intervention, comme certains d'entre vous le savent, à cette anthropologue, Anna Tsing, que je viens de citer, et à son magnifique livre qui s'appelle « Le champignon de la fin du monde » et qui a pour sous-titre « Sur les possibilités de vivre dans les ruines du capitalisme ». C'est un livre dans lequel Tsing réfléchit à ce que veut dire, c'est-à-dire aussi ce qu'implique le fait de se passer de l'idée de progrès pour raconter nos histoires, c'est-à-dire pour décrire et penser notre monde, et notamment le capitalisme, sans cette idée de progrès. Alors, je voudrais m'arrêter un tout petit peu plus longuement sur une histoire dont il n'est pas question dans son livre, mais qui, pour moi, fait écho à cette réflexion plus large, qui raconte comment on peut essayer de vivre dans les ruines et après la catastrophe.
Et je voudrais pour cela m'appuyer sur un documentaire qui est sorti en 2016 d'un réalisateur qui s'appelle Olivier Julien, que certains d'entre vous ont peut-être vu, et qui s'appelait « Tchernobyl, Fukushima, vivre avec ». De quoi s'agit-il ? Dans ce documentaire, il est question de la vie de celles et de ceux qui ont décidé de rester et de continuer à vivre dans ce qu'on appelle les zones grises. Les zones grises, ce sont les zones contaminées, mais qui ne le sont pas suffisamment pour justifier l'évacuation obligatoire de ces territoires. Et ça se passe en Biélorussie, ça se passe dans le nord de la Norvège ou encore au Japon. Et ce film raconte l'apprentissage collectif de toute une série de savoir-faire, de techniques pour vivre dans ces zones, ainsi que la transmission de ce savoir entre les habitants de la région de Tchernobyl, envers, d'un côté, les Samis du nord de la Norvège, et puis aussi les Japonais de la région de Fukushima. Et il raconte en particulier comment l'acquisition d'instruments de mesure de la radiation a changé leur vie. Ça peut paraître fou. Moi-même, j'ai réalisé en voyant ce documentaire que c'était quelque chose que je ne savais pas, à savoir que quand la catastrophe de Tchernobyl a eu lieu en 86, les habitants n'ont pas tout de suite été, ceux qui restaient notamment dans cette zone grise, n'ont pas été dotés d'appareils de mesure. Que pendant les 10 premières années après la catastrophe, ces habitants n'en disposaient pas et, on pourrait dire, de ce fait, pratiquer une agriculture, on pourrait dire, kamikaze, puisqu'ils ne savaient absolument pas si l'endroit où ils allaient planter quelque chose était complètement irradié, un petit peu irradié ou pas du tout, et vivaient, c'est ce qu'ils racontent dans ce documentaire, dans une, évidemment, terreur permanente de se faire contaminer. Et 10 ans après, des chercheurs français d'un programme qui s'appelle ETHOS, qui est un programme de réhabilitation des conditions de vie dans les territoires contaminés autour de Tchernobyl, ont apporté des compteurs Geiger, et là, la vie a changé. Dans un même champ, ils ont découvert que telle zone était extrêmement contaminée, et qu'un mètre à côté, la zone était propre, comme à l'extérieur. Et que, donc, voilà, ils pouvaient commencer, ils ont eux-mêmes, on voit dans ce documentaire, faire une cartographie du territoire sur lequel ils habitaient, extrêmement précis, mètre par mètre, pour savoir où on pouvait planter quelque chose, où on ne pouvait pas, etc. Et la terreur de se faire irradier a pratiquement disparu. Le taux de radiation des habitants aussi est descendu, ce qui va avec, bien sûr, cette possibilité de mesurer la radiation est descendu de manière drastique, voire a quasiment disparu. Bon, c'est un film extrêmement troublant, qui a... certains le savent et d'autres sans doute, suscité beaucoup de controverses, en tout cas une controverse à sa sortie, et notamment des critiques en particulier de la part des militants antinucléaires, au motif qu'il était très choquant, puisque finalement il venait d'une certaine façon nous expliquer qu'on pouvait vivre avec la catastrophe nucléaire, voire qu'il donnait un blanc-seing à cette industrie par ce qu'il présentait ici. Et sans enlever la part complexe de ce film, j'aimerais ici rapidement tenter d'expliquer pourquoi il me semble au contraire que ce film fait un pas de côté très important pour nous ici, pour imaginer et penser des alternatives aujourd'hui. Il me semble que la compréhension de ce film dépend du point de vue avec lequel on le regarde. À savoir que depuis un point de vue extérieur, ce point de vue de « ça n'arrive qu'aux autres », ce point de vue de « on n'est pas du tout concerné », de nous qui le regardons dans un endroit où on n'est pas dans une zone du tout concernée par cette catastrophe, l'idée que l'on puisse s'intéresser à vivre avec la catastrophe est quasiment insupportable. On ne veut pas vivre avec, et on ne veut pas vivre dans un monde où on devrait s'imaginer vivre avec des radiations. Or, il me semble que ce documentaire adopte un autre point de vue, qui est précisément celui des personnes qui sont touchées. Et que depuis leur point de vue, il est évident qu'apprendre à vivre avec la catastrophe est crucial. C'est aussi depuis leur point de vue que l'on comprend qu'ils restent. À savoir qu'il s'agit de leur monde, de leur chez-soi, que ce sont de plus presque toujours des agriculteurs, pas des urbains qui s'installent n'importe où avec leur ordinateur, mais des agriculteurs, c'est-à-dire qui sont attachés, liés à une terre, à un lieu, à des animaux, et aussi qui sont souvent très pauvres et qui n'ont nulle part d'autre où aller.
Et en adoptant le point de vue de ces personnes, il me semble que ce film revient sur la coupure qui est aussi hermétique que fantastique ou fantasque que l'idée de progrès met entre nous et eux. Il nous fait sentir que nous vivons dans le même monde, que les accidents nucléaires ne sont pas des exceptions qui ne devraient pas arriver, mais font évidemment partie d'un monde dans lequel l'industrie nucléaire existe. D'une certaine façon, il me semble que ce documentaire nous demande, ou plutôt nous oblige à nous sentir concernés. Alors, on peut trouver que l'alternative proposée par ce documentaire est bien étrange, voire qu'elle n'en est pas une, en tout cas que ce n'est pas exactement à ça qu'on pense quand on pense à une alternative. Mais il me semble encore que ici, cette objection adopte le point de vue de privilégié de ceux qui continuent de penser qu'ils ne seront pas concernés par la catastrophe, quelle qu'elle soit, ici nucléaire ou ailleurs climatique ou militaire. Et qu'encore une fois, c'est ce pas de côté-là que fait ce film, et ce pas de côté-là qu'il exige de nous, à savoir, peut-être plus qu'un changement de point de vue, un changement de monde. Il nous oblige à penser le monde sans recourir à cette idée de progrès. Alors, comme le dit Tsing au début, sans plus d'histoire de progrès auquel se raccrocher, le monde est devenu un endroit terrifiant. Mais si on passe ce moment-là, que l'on se retrouve de l'autre côté, des fois ça peut bien aller, et des fois aussi c'est là que l'on peut commencer à reconstruire quelque chose ou à imaginer des alternatives. Il me semble que, pour faire un lien avec l'après-midi d'hier, si je ne me trompe pas, le point de vue adopté dans ce film est pour moi en tout cas très proche, voire similaire avec celui du Pérou. Cette association qui est intervenue, je crois, hier après-midi, et qui, de fait, à l'origine, c'est une association qui travaille avec les populations roms, qui a travaillé avec les migrants de Calais, notamment aussi, et qui a d'ailleurs suscité les mêmes controverses, à savoir acter ou accepter une situation inacceptable, en s'intéressant précisément aux vies dans les marges et en considérant que ces marges représentent le centre, c'est-à-dire aussi en y célébrant la joie, la vie ou la créativité qui s'y passe. Finalement, la question que nous pose ce film, c'est aussi que ce qui est peut-être choquant pour les uns est vital pour les autres. Vital de chercher la vie dans les ruines. Alors j'en arrive à la dernière histoire que je voudrais évoquer ou raconter ici et à la dernière question que je voudrais poser. Si certains trouvent choquant que l'on puisse s'intéresser, encore une fois, à comment vivre après la catastrophe, notamment cette catastrophe nucléaire, les catastrophes nucléaires qui ont eu lieu et qui auront certainement encore lieu beaucoup de fois. Je suis à peu près certaine que les femmes engagées dans le mouvement antinucléaire des années 80, les femmes notamment aux États-Unis, qui étaient terrorisées par la possible guerre nucléaire entre les deux grandes puissances du moment, les États-Unis et l'ex-URSS, auraient, quant à elles, été ravies qu'on leur dise que la vie serait, pour certains du moins, encore possible après. Et peut-être même que cette vie pourrait connaître des moments de joie ou de douceur. Tous les textes de ces années-là, de ces années 80, racontent les cauchemars qu'elles faisaient d'un monde à venir irradié, ou encore les visions apocalyptiques qui les envahissaient. Et qu'est-ce qu'elles ont fait ? Comment elles ont tenu ? C'est-à-dire, comment, malgré cette terreur de la catastrophe à venir, elles se sont mobilisées, elles ont bloqué des sites de construction, de centrales, pendant des heures, des jours, des semaines, voire même des années. Pourquoi je pose cette question ? Parce que finalement, dans le monde du progrès, si c'est la fin du monde, on s'assoit et on attend. C'est pas ce qu'elles ont fait. Et il me semble qu'une des raisons qui fait qu'elles ont réussi à se mobiliser malgré cette terreur, c'est qu'elles ont appris à dire cette peur et cette peine aussi pour ce monde, cette peur et cette peine devant la possible destruction de leur monde. C'est-à-dire qu'elles ont appris collectivement à dire ces émotions négatives contre elles-mêmes d'abord, c'est-à-dire contre leur peur de souffrir en laissant s'exprimer cette peur et cette tristesse, leur peur aussi de faire souffrir ou d'effrayer les autres, voire même de faire advenir la catastrophe en parlant, ou d'être paralysé ou de paralyser les autres, de paraître morbide, etc., etc. J'ai raconté cette histoire plein de fois, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que ces émotions négatives me semblent nous reconnecter au monde sensible dans lequel on est, nous reconnecter à ce monde ici et maintenant. Et ça me semble
très important pour penser ces alternatives, au sens où, comme on le sait tous trop bien, le temps du progrès est toujours le temps d'après, le temps de la projection. Et exprimer notre peine pour le monde, comme l'appelle Joanna Macy, notre tristesse et notre terreur de la catastrophe en cours, est peut-être une possibilité pour nous de sortir de ce temps du progrès et de nous redonner accès à maintenant, de nous reconnecter à notre présent, ici, aussi précaire soit-il. Ces histoires, finalement, anxiogènes, qu'on ne veut pas entendre, quand on pense encore qu'on pourrait ne pas être concerné, nous aident, je dirais, à abandonner nos rêves d'abondance pour des rêves d'intensité. Et la question que je voudrais finalement poser, c'est aussi avec quel imaginaire finalement penser ces alternatives. Si on sort et si on accepte de ne plus recourir à cette idée de progrès, où chercher ces alternatives? Et peut-être qu'une partie de la réponse, à mon sens, est de les chercher dans les ruines. Dans les ruines de ce monde dévasté, des ruines que constituent les sols épuisés, les milliers de vies perdues ou mutilées, les ruines après le passage des cyclones, les ruines des grands projets inutiles, ou encore les ruines que constituent, les ruines du rêve du travail pour tous, qu'il nous faut, dirait encore une fois Tsing, dans cette période de faible espoir, apprendre les arts de vivre sur une planète abîmée. Et je conclus là-dessus, il me semble que c'est de là que vient le fait que l'on n'a plus le temps, pour le coup, de perdre son temps dans des controverses dépassées, que ce soit sur l'anthropomorphisme ou d'autres choses comme ça, qu'on n'a plus le temps d'avoir peur, pour le coup, de dire des choses qu'il ne faut pas dire, ou d'articuler des choses qu'il ne faudrait pas articuler, parce qu'il y a urgence à réussir à se reconnecter à soi-même et au monde, sentant et pensant. Ici réside notre espoir, dans le fait de récupérer notre présent, pour récupérer des futurs possibles. Parce qu'il y a encore tant de bonnes histoires à raconter et tant d'autres histoires d'amour à vivre. Je vous remercie.